Imaginez un voyage. Ce voyage ne s'est pas fait en un jour, ni en un an. Il a duré des milliers d'années. Ce n'était pas le voyage d'une seule personne, mais de nombreuses familles et de nombreuses générations. C'est l'histoire des migrations bantoues. C'est l'un des mouvements de population les plus importants de l'histoire. Cette grande migration a façonné le continent africain. Forêts tropicales denses d'Afrique centrale. Vaste savane de l'Est. Terres arides du Sud. Des peuples se sont déplacés, se sont installés et ont transformé leur monde. Leur histoire est inscrite dans les langues que l'on parle, les aliments que l'on consomme et les terres cultivées. Cet essai vous emmènera dans ce long voyage. Nous suivrons les chemins de ces peuples anciens. Nous commencerons dans leur patrie d'origine, région de départ sur la carte, Nigeria, Cameroun. Nigeria, Cameroun. Nous verrons pourquoi ils ont quitté leur foyer et d'explorer de nouvelles terres. Nous voyagerons à travers d'épaisses forêts. Nous traverserons de larges rivières, jungles humides, vastes prairies. C'est une histoire d'adaptation, d'innovation et de résilience. Nous explorerons la chronologie de cette incroyable épopée. Il y a environ 3000 ans, comme un fleuve lent et puissant, se ramifiant dans de nombreuses directions. Petits groupes d'agriculteurs et de pêcheurs deviennent de grandes communautés. Ils emportent leurs connaissances. Ignames, palmiers à huile, nouvelles technologies, outils en fer. Cette connaissance leur donne un avantage. Transformer les paysages, créer de nouveaux foyers et sociétés. Les preuves nous guident. Répartition des langues bantoues, 500+, langues partageant un ancêtre commun, découvertes archéologiques, styles de poterie, outils en fer, artefacts, forges, vestiges d'anciennes fermes. En suivant ces indices, nous reconstituons le grand puzzle des migrations bantoues et comprenons leur impact profond sur le passé et le présent de l'Afrique. Notre histoire commence dans une terre luxuriante et verdoyante. Cette terre est située en Afrique centrale de l'Ouest. Elle se trouve dans la région que nous appelons aujourd'hui le sud-est du Nigeria. Elle se trouve dans la région que nous appelons aujourd'hui l'ouest du Cameroun. Imaginez un endroit rempli de collines. Imaginez un endroit rempli de vallées. La Cross River traverse cette terre, un ruban d'eau large et puissant. Cette vallée fluviale a été le berceau des peuples bantous il y a environ 4 à 5 000 ans. Ce n'était pas un grand empire avec un seul roi. Au lieu de cela, c'était un regroupement de nombreux petits villages. Chaque village abritait des familles qui partageaient une langue et une culture commune. Ils vivaient près de la rivière. Ils vivaient aux abords de la grande forêt tropicale. C'était leur monde, le seul qu'ils avaient jamais connu. L'air de cette patrie était imprégné de l'odeur de la terre humide et des plantes en croissance. De grands arbres formaient une canopée dense au-dessus, filtrant la lumière du soleil. Les gens construisaient leurs maisons avec du bois. Les gens construisaient leurs maisons avec de la boue. Les gens construisaient leurs maisons avec des feuilles. Maisons finies, huttes en toit de chaume parmi les arbres. La vie était organisée autour du village. La vie était organisée autour de la famille. Les gens connaissaient bien leurs voisins. Ils travaillaient ensemble pour défricher des terres agricoles. Ils célébraient des événements importants, les récoltes. Ils célébraient des événements importants, les mariages. Les anciens de la communauté étaient respectés pour leur sagesse. Ils conservaient l'histoire de leur peuple dans leur mémoire. Ils la transmettaient par des récits. La langue que ces gens parlaient est appelée proto-bantou par les linguistes. C'est la langue mère de toutes les centaines de langues bantoues parlées en Afrique aujourd'hui. En étudiant les mots qui sont communs à toutes ces langues, nous pouvons en apprendre davantage sur la vie de ces premiers locuteurs bantous. Ils avaient des mots pour des choses comme canoë. Ils avaient des mots pour des choses comme poisson. Ils avaient des mots pour des choses comme rivière. Ils avaient aussi des mots pour l'igname. Ils avaient aussi des mots pour le palmier à huile. Ils avaient aussi des mots pour la houe. Leur langue était le fil invisible qui reliait tous les villages de la région. Une identité partagée qui voyagerait avec eux sur des milliers de kilomètres. La vie dans ce berceau n'était pas statique, elle était en constante évolution. De nouvelles idées voyageaient d'un village à l'autre. Certaines familles décidaient de s'éloigner un peu pour fonder une nouvelle colonie. Ce n'était pas encore une grande migration. C'était une expansion lente et progressive, comme une seule goutte d'eau qui crée des ondulations. Ces petits mouvements ont été les premiers pas d'un voyage beaucoup plus long qui finirait par couvrir un tiers du continent africain. Les premiers peuples bantous étaient des agriculteurs experts. Ils comprenaient les rythmes de la terre et des saisons, les ignames, les palmiers à huile.
Les ignames étaient une merveilleuse source d'énergie. Les agriculteurs défrichaient de petites parcelles de forêt, technique appelée agriculture sur brûlis. Il y a environ 2500 ans, une nouvelle technologie révolutionnaire est arrivée, la métallurgie du fer, probablement venue des peuples du Nord, de la savane. Les forgerons, très respectés et parfois craints, ils construisaient des bas-fourneaux en argile. En utilisant du charbon de bois pour des chaleurs intenses, ils fondèrent le minerai en une masse spongieuse, la loupe. Avec le fer, on fabriquait des outils bien plus solides que les anciens en pierre, en bois, en os. Hache en fer défrichant bien plus vite qu'une hache en pierre. Ou en fer labourant plus profondément, entraînant de meilleures récoltes et plus de nourriture. L'agriculture devenait beaucoup plus productive. Plus de nourriture, Badash, population en croissance. Les villages devenaient plus grands et plus stables. Le fer a changé la chasse et la défense. Une lance à pointe de fer était plus efficace qu'une lance en bois. Plus de sécurité et la chasse d'animaux plus gros. Ce mode de vie a créé un cycle de croissance. Besoin de plus de terres à cultiver. Pression douce mais constante sur les communautés. Jeunes familles cherchent de nouvelles terres plus loin. Ce besoin a poussé les peuples bantous à se déplacer et s'étendre. Ils n'étaient pas des envahisseurs, mais des agriculteurs cherchant un endroit pour planter leurs ignames et élever leurs enfants. Plusieurs forces puissantes se sont conjuguées pour encourager les peuples bantous à entreprendre leur grande migration. L'un des moteurs les plus importants était la croissance démographique. La combinaison réussie de la culture de l'igname et du palmier à huile, associée à l'introduction ultérieure des outils en fer, a créé un approvisionnement alimentaire très stable. Les familles étaient en bonne santé et plus d'enfants survivaient jusqu'à l'âge adulte. Sur de nombreuses générations, cela a entraîné une augmentation constante du nombre de personnes vivant dans le berceau bantou. Les villages sont devenus plus peuplés. Les terres agricoles autour des plus anciennes colonies sont devenues moins fertiles en raison d'une utilisation continue. Le changement climatique a également joué un rôle important. Il y a environ 3000 ans, la région autour du berceau bantou a commencé à connaître une période de sécheresse accrue. Les forêts tropicales ont pu commencer à rétrécir dans certaines zones, ouvrant de nouveaux corridors de savane. La nature même de leur système agricole encourageait le mouvement. La technique de l'abattis-brûlis qu'ils utilisaient était efficace, mais elle nécessitait beaucoup de terre. Enfin, il y avait le simple désir humain d'aventure et d'opportunité. Pour une jeune famille, s'éloigner d'un village établi offrait la chance de créer sa propre ferme, de diriger sa propre communauté et de bâtir un nouvel avenir. Cette combinaison de pression démographique, de changement climatique, d'un système agricole gourmand en terre et de l'esprit d'exploration humain a jeté les bases de l'un des plus grands mouvements de l'histoire de l'humanité, vous savez, et c'est ainsi que ça a commencé. Première partie, le chemin du Sud, dans la grande forêt. Le premier grand mouvement a poussé vers le sud, directement au cœur de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. C'était un lent ruissellement de familles et de petits groupes de villages. Ils ont suivi le réseau de rivières, la Sangha, l'Ubangi. Ces rivières étaient les autoroutes de la forêt. La forêt était un nouveau monde stimulant. C'était un endroit d'arbres immenses qui bloquèrent le soleil, une humidité constante qui collait à la peau. C'étaient des fermiers à la recherche d'un nouveau foyer. Ils emportaient avec eux les graines de leur mode de vie, des tubercules d'igname soigneusement emballés pour les protéger et peut-être quelques noix de palme. Ils emportaient également leurs outils en fer, essentiels à leur survie. Une hache en fer pouvait abattre les arbres géants nécessaires pour créer une clairière pour une nouvelle ferme et un nouveau village. Une lance à pointe de fer offrait une protection contre les prédateurs de la forêt, comme les léopards, et permettait de chasser les singes et les antilopes de forêt. Ces premiers migrants se déplaçaient avec prudence, ne s'éloignant jamais trop de l'environnement familier des berges, où ils pouvaient pêcher et trouver un sol fertile pour leurs précieuses cultures. Le voyage était lent, mesuré non pas en semaines ou en mois, mais en générations. Un groupe pouvait s'installer à un endroit pendant plusieurs années, suffisamment longtemps pour élever une génération d'enfants. À mesure que leurs enfants grandissaient et fondèrent leur propre famille, le village pouvait devenir surpeuplé, ou le sol pouvait commencer à montrer des signes d'épuisement. Alors, quelques-unes des jeunes familles décidaient qu'il était temps de partir. Elles emballaient leurs canoës et pagayaient quelques jours plus loin en aval pour trouver un nouveau morceau de forêt intact. Ce processus, répété encore et encore, apportait les langues bantoues et la culture agricole de plus en plus profondément dans le bassin du Congo.
Ces gens ont appris les secrets de la forêt profonde. Ils ont découvert de nouvelles plantes comestibles, des fruits et des noix. Ils ont appris quels arbres fournissaient le meilleur bois pour la construction ou l'écorce la plus solide pour fabriquer des cordes. Ils ne conquéraient pas la forêt, ils apprenaient à vivre en son sein, devenant une partie de son écosystème complexe. Leurs petits villages temporaires sont devenus des points de lumière et d'activité humaine au sein de la vaste et ancienne forêt, transformant lentement mais sûrement le paysage humain de l'Afrique centrale. Et oui, c'était leur lent travail. Deuxième section. Le courant oriental. Le long de la lisière de la forêt. Tandis que certains groupes s'enfonçaient profondément dans la forêt tropicale, une autre vague de migration majeure a pris un chemin différent. Ce courant oriental s'est déplacé le long de la lisière nord de la grande forêt du Congo. Ils ont traversé un paysage qui était une mosaïque de forêts de savane. Un environnement plus ouvert, offrant des opportunités et des défis. Ils ont commencé à expérimenter de nouvelles cultures. En se déplaçant vers l'est, ils rencontrèrent des cultures anciennes. Ils apprirent et adoptèrent le mil perlé, le sorgho, des céréales adaptées au climat plus sec, stockables sur de longues périodes. L'expansion fut aussi un échange culturel. Les terres n'étaient pas vides, locuteur du Soudanais central, chasseur-cueilleur. Rencontres complexes, évitement, commerce. Offres bantou, poterie, outils en fer. Échange, connaissances locales, miel ou peau d'animaux. Ce courant les conduisit vers la région des Grands Lacs. La zone, Grands Lacs, sol volcanique fertile, haut plateau. Le voyage prit des siècles. Une expansion lente sur des centaines de kilomètres. Chaque village, un jalon, une base pour la génération suivante. Cette vague posa les bases de royaumes et cultures prospères. Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya et en Tanzanie, façonnant la région pour les siècles à venir. Pour les premières vagues de migrants, surtout celles qui se déplaçaient vers le sud, les fleuves étaient les lignes de vie de leur nouveau monde. Les gens construisaient de longues et solides pirogues, souvent à partir d'un seul tronc d'arbre massif, en utilisant leurs herminettes en fer pour le creuser. Ces embarcations pouvaient transporter toute une famille, leurs outils, leurs graines, leurs biens ménagers. L'eau grouillait de poissons, qui sont devenus un aliment de base de leur régime alimentaire. Les établissements étaient presque toujours construits près d'un fleuve ou d'un ruisseau. Une clairière de village était aménagée sur une berge élevée, à l'abri des crues saisonnières. Les archéologues ont découvert les vestiges d'anciens villages bantous éparpillés le long des principaux fleuves du bassin du Congo. Ils trouvent un style particulier de poterie, connu sous le nom de tradition Imbonga. Vivre si près de l'eau a également façonné leurs croyances spirituelles et leur vision du monde. Les fleuves étaient souvent considérés comme des esprits ou des divinités puissants. Chaque étape de la migration a confronté les peuples bantouphones à de nouveaux environnements, chacun présentant des défis uniques. L'un des plus grands défis a été l'interaction avec les peuples qui vivaient déjà sur ces terres. Les vastes forêts et savanes d'Afrique centrale étaient les foyers ancestraux de divers groupes de chasseurs-cueilleurs, souvent appelés pygmées. Cette rencontre a conduit à une symbiose profonde et durable. Les agriculteurs bantous établissaient souvent une relation avec un groupe local de chasseurs-cueilleurs. Ils échangeaient leurs produits agricoles, leurs objets en fer, contre les ressources sauvages récoltées par leurs voisins. En arrivant dans la région des Grands Lacs, les migrants bantous ont rencontré de nouveaux peuples et de nouvelles idées. La région était déjà habitée par des pasteurs de langue couchitique et nilotique. De ces groupes, les agriculteurs bantous ont appris l'art de l'élevage. Cet ajout de l'élevage à leur système agricole existant a créé une économie mixte très réussie. Les structures sociales sont devenues plus complexes. La richesse générée par l'agriculture et l'élevage a conduit à l'émergence de chefs plus puissants et, finalement, à l'essor de royaumes centralisés. Troisième partie, une mosaïque de cultures. Les migrations bantoues n'ont pas créé une culture unique et uniforme. Au lieu de cela, le voyage a abouti à une magnifique diversité de cultures. Le résultat n'était pas un monde bantou unique, mais une mosaïque de centaines de mondes bantouphones. Forêt tropicale congolaise, société basée sur le transport fluvial. Savane de l'Est et du Sud, société centrée sur le bétail. Émergence de royaumes puissants comme le Buganda et le royaume Zoulou. La culture swahili émerge le long de la côte est africaine. Interaction avec commerçants arabes, commerçants persans, commerçants indiens,
en Afrique australe. Adoption des clics et pratiques Khoisan. Culture Nguni. Culture Soto-Tswana. Cette incroyable diversité est l'héritage de l'épopée bantoue. C'est une histoire d'adaptation, d'interaction et de transformation créative, qui a produit la riche et variée tapisserie culturelle de l'Afrique subsaharienne. Section 1. Les échos d'un long voyage. Nous avons parcouru une grande distance dans ce voyage à travers le temps. Nous avons commencé dans un petit coin de l'Afrique du centre-ouest. Nous avons vu de petits groupes de familles, poussés par le besoin de nouvelles terres et un esprit de découverte, commencer à se déplacer. Ils ont emporté avec eux leur connaissance de la culture des Ignames, leur habileté à travailler le fer, et les germes d'une famille linguistique qui allait couvrir un tiers du continent. Ce n'était pas un événement unique, mais un processus lent et patient qui s'est déroulé sur 3000 ans. L'histoire des migrations bantoues ne s'arrête pas dans un passé lointain. C'est une histoire vivante qui continue de se dérouler chaque jour. Lorsqu'un agriculteur zambien plante son maïs, il perpétue une tradition agricole. Lorsqu'une potière kenyane cuit ses pots en argile, elle utilise des compétences transmises de génération en génération. Lorsqu'un enfant sud-africain apprend les clics de la langue Xhosa, il parle l'histoire de la rencontre. Le monde d'aujourd'hui est confronté à de nouveaux défis. Pourtant, l'histoire des migrations bantoues offre une puissante leçon d'adaptabilité humaine. Les échos de leurs pas, de leurs voix et de leurs marteaux peuvent encore être entendus aujourd'hui à travers les divers paysages de l'Afrique. Deuxième section. Un héritage partagé, un présent diversifié. L'héritage le plus profond des migrations bantoues est la connexion linguistique et culturelle qui lie des centaines de millions de personnes aujourd'hui. Un voyageur qui connaît une langue bantoue peut souvent reconnaître des mots et des structures dans une autre, parlée à des milliers de kilomètres. Les mots pour personne, Muntu, O, Maji, Amanzi, et les chiffres partagent souvent une racine commune. Cet héritage partagé n'a cependant pas créé un monde uniforme. Au lieu de cela, il a produit une mosaïque spectaculaire de diversité. Cet héritage est également inscrit dans la génétique du continent. Le mouvement des peuples bantous a été un événement démographique majeur. Aujourd'hui, cette histoire partagée constitue un fondement, à la fois pour l'unité et l'identité régionale. Pourtant, ils font aussi partie d'une histoire plus vaste, un grand récit de mouvement et de création qui les relie à leurs cousins éloignés à travers le continent. Par conséquent, l'épopée des peuples bantous est plus qu'une simple leçon d'histoire. C'est une source d'espoir. C'est un rappel de l'extraordinaire capacité humaine au mouvement, à l'adaptation et à la création. C'est une histoire qui a commencé avec quelques familles quittant leur patrie il y a des milliers d'années, et elle continue aujourd'hui dans la vie de près de 400 millions de personnes. Le voyage n'est pas terminé. L'histoire vivante de l'Afrique, avec ses racines profondes dans le passé bantou et ses yeux tournés vers l'avenir, est toujours écrite par chaque nouvelle génération.